pour la suite de la matinée, je remercie Antoine Rachat d'être là aujourd'hui pour parler de la cartographie des pathologies, un outil qui est désormais ouvert au service de la recherche et de la santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Antoine Rachat, je suis médecin épidémiologiste et donc je travaille à la CNAM. Si j'ai bien compris, je crois que je suis votre cas concret de la matinée, donc enchanté. Je vais vous parler de la cartographie des pathologies. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais, en ont entendu parler ou l'utilisent éventuellement. Et donc voilà, vous voyez ici que je ne suis pas tout seul, hein, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes. Et c'est un outil qui est développé depuis 2012, donc plus de 10 ans. Alors, un mot de contexte, je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que c'est quand même que cet outil, et l'idée qu'il y a derrière, et ensuite je vous parlerai du partage du programme en soi. Donc le contexte derrière, c'est la notion de résilience du système de santé, pour laquelle l'OCDE a défini 3 axes pour améliorer cette résilience: identifier les priorités de santé publique, améliorer l'efficience du système de santé et comprendre les dépenses de santé. C'est sur cet aspect-là qu'on se penche ici. Pour comprendre les dépenses de santé, alors historiquement, les comptes de la santé adoptaient une logique comptable, c'est-à-dire par poste de dépenses, les dépenses de ville, les dépenses d'hôpital, etc. Et là, l'idée, c'est d'essayer de tendre vers ce qu'on appelle l'economic burden of disease, c'est-à-dire une logique médicale des dépenses, où on va essayer d'estimer les dépenses liées à chaque pathologie. Donc les dépenses pour le diabète, pour le cancer, la maternité, etc. Donc là, c'est ce que fait la cartographie, c'est le but de l'outil, c'est de décrire les dépenses par pathologie. En termes de méthode, alors il y a plusieurs méthodes pour estimer les dépenses liées à une pathologie. Ici, c'est ce qu'on appelle une General Cost of Illness Study, c'est-à-dire qu'on part de l'ensemble des dépenses et on les distribue entre les pathologies. Contrairement aux études pathologie spécifiques, où on va prendre les prestations en lien avec une pathologie. Donc on estime en lien avec une pathologie les dépenses qui sont afférentes et sommer l'ensemble de ces dépenses. Pour cet objectif-là, c'est plutôt la première méthode qui est la plus appropriée. Alors je vais tout de suite vers les résultats. Ce n'est pas une présentation scientifique, pour vous montrer un peu le genre de résultats qui sont produits par l'outil. Donc ici, vous avez 17 catégories de pathologies. Alors quand je dis pathologie, c'est au sens large, on inclut des situations de soins, des traitements chroniques, notamment la maternité. Et donc ici, vous avez les catégories de pathologies qui sont prises en compte dans la cartographie. Et donc vous voyez que globalement, ça montre qu'on a environ 35% de la population qui est atteinte d'une pathologie chronique, telle que repérée dans la cartographie, puisqu'il y a certaines pathologies qui ne sont pas dans l'outil. Et vous voyez qu'on couvre un grand nombre de champs, du cancer aux maladies cardiovasculaires, les maladies psychiatriques, etc. En termes de dépenses, alors ici vous avez un graphe à bulles qui peut être un peu barbare à première vue, mais donc la taille des bulles est proportionnelle au total de la dépense liée à la pathologie. Et en abscisse, vous avez et en ordonnée les 2 composantes de cette dépense totale de la pathologie, donc la dépense moyenne par patient et le nombre de patients. Donc vous voyez que selon la pathologie, il y en a certaines pour lesquelles c'est la dépense par patient qui est la composante la principale, donc notamment pour les cancers en phase active de traitement ou les maladies cardiovasculaires aiguës, et inversement d'autres pathologies pour lesquelles c'est le nombre de patients qui est le principal facteur, notamment les traitements du risque cardiovasculaire sans diagnostic retrouvé par ailleurs, donc les traitements de routine, on va dire. Je m'arrête là pour les résultats parce que ce n'est pas le but de la présentation, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Data Pathologie que Claude Gissot a évoqué juste avant. Vous ne l'avez peut-être pas vu au milieu de tous les autres, mais vous pouvez jouer un peu avec les données. Donc, c'est des données agrégées, vous pouvez les télécharger aussi pour avoir un certain nombre d'informations. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses derrière ça? Alors, en termes de méthode, déjà, la population incluse correspond aux personnes qui ont consommé au moins un soin dans l'année, puisque toute la méthode est basée sur une approche annuelle. Donc, c'est une étude transversale annuelle. Donc, il faut avoir au moins un soin remboursé dans l'année.
tous les régimes d'assurance maladie sont inclus, donc on n'est pas uniquement sur le régime général. Et il y a quelques personnes qui sont exclues. Alors là, je ne vous ai pas mis tous les critères d'exclusion, il y en a un certain nombre, mais en gros, c'est quand on n'est pas capable d'identifier, quand je dis identifier, c'est pas le nom et le prénom, hein, mais de suivre une personne, de chaîner ses données dans le SNDS, et notamment les personnes qui ont l'aide médicale d'État, pour lesquelles l'identifiant change lorsqu'elle passe dans le droit commun, par exemple. En termes de dépenses, le champ correspond à l'ensemble des dépenses individualisables, donc les dépenses remboursées, évidemment, on est sur les bases de l'assurance maladie. Dépenses remboursées individualisables, c'est-à-dire rattachables à un individu. Donc on n'a pas les dépenses de prévention, de campagne de dépistage ou ce genre de choses. Ou tout ce qui est financé au forfait, on ne l'a pas. Il y a 26 postes de dépenses et ça couvre les soins de ville, les soins d'hôpital et les prestations en espèces comme les arrêts de travail ou l'invalidité. Et donc dans la version G12, qui est celle actuellement disponible, qui va sortir là, on est sur les années 2015 à 2023. Et dans chaque nouvelle version qu'on refait chaque année, on refait tourner sur l'ensemble des années pour avoir une méthodologie homogène, puisqu'il y a des petites évolutions chaque année. Alors voici un schéma très simplifié, mais qui résume l'ensemble du processus de la cartographie. Donc ça suit 3 grandes étapes. L'étape en bleu, c'est donc le repérage des pathologies, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans la suite. L'extraction des dépenses en jaune à partir des données du SNDS. L'affectation des dépenses aux pathologies. Donc il y a tout un tas de choix méthodologiques qui sont faits pour estimer qu'une dépense est en lien ou pas avec une pathologie. Et tout ça est censé aider à la décision publique. Donc tout ça, c'est la cartographie des pathologies et des dépenses. Et les programmes qu'on a ouverts, ça concerne la cartographie des pathologies, c'est-à-dire le repérage des pathologies dans les données du SNDS à partir des données médicales. Donc, on retrouve ici les 17 catégories dont je vous ai présenté les résultats juste avant. Au total, en fait, on a plus de 275 algorithmes médicaux définis. Alors, c'est un peu marketing ce que je dis, parce qu'il y en a certaines qui sont des regroupements d'autres. Il y a différentes variations de certains algorithmes, donc c'est pas 275 pathologies, mais en tout cas, il y a 275 variables indicatrices qui correspondent à des pathologies ou des catégories de pathologies. Et parmi elles, il y en a 61 qui nous servent pour la répartition des dépenses, que vous pouvez retrouver sur Data Pathologie. Donc, si on prend par exemple la catégorie des cancers, alors vous voyez qu'il y a 4 localisations de cancer plus une localisation autre cancer, et chacune est déclinée en cancer en phase active de traitement, c'est-à-dire qu'il y a une chimiothérapie, une radiothérapie, ou le traitement est en cours, ou un cancer en surveillance, c'est-à-dire qu'on est à plus long terme, à distance du traitement. Ce qui fait au total 10 algorithmes. Donc ça, c'est ce qui nous sert de base pour répartir les dépenses liées au cancer. Mais en réalité, dans les autres cancers, depuis 2 versions, on a détaillé les autres cancers avec des algorithmes plus précis. Et donc vous voyez, au total, on a 30 localisations de cancer et donc un total de 114 algorithmes qui permettent, alors pas de répartir les dépenses, en tout cas à ce jour, mais de faire d'autres études à partir des données. Comment sont construits ces algorithmes? Alors, ils utilisent, sur le petit schéma, c'était simplifié avec le petit encadré données médicales du SNDS. Alors, derrière ça, il y a beaucoup de sources différentes. Vous avez les ALD, les affections de longue durée, qui donc donnent lieu à la prise en charge à 100% des soins en lien avec une pathologie et pour lesquels on a un diagnostic codé. Les médicaments spécifiques, donc typiquement l'insuline, si on voit de l'insuline dans les bases, a priori la personne a un diabète. Et puis ensuite, les données du PMSI, donc des séjours hospitaliers dans lesquels il y a également beaucoup de données, notamment sur les diagnostics, avec certaines limites, mais qu'on peut quand même, dans un certain nombre de cas, utiliser. Et donc les chiffres que vous voyez dans le tableau, alors là c'est juste un extrait des algorithmes, les chiffres que vous voyez, c'est le recul en années dont on tient compte pour le repérage. Donc par exemple pour les ALD, il faut avoir une ALD en cours dans l'année qui nous intéresse pour que ça permette de repérer la pathologie.
alors que pour les hospitalisations, on va aller chercher les hospitalisations jusqu'à 5 ans avant pour repérer les pathologies, puisqu'évidemment, on n'est pas toujours hospitalisé chaque année, heureusement, pour la prise en charge. Alors, en termes de programmes et d'outils, depuis maintenant 2-3 ans, on a complètement refondu la manière de repérer les pathologies. Avant, on était sur le logiciel SAS et on avait un programme pour repérer chaque pathologie. Alors, avec une certaine harmonisation d'un programme à l'autre, mais aussi des différences, j'ai envie de dire, inévitables. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, alors, d'une part, on est passé sur le logiciel R et on a centralisé d'un côté toute l'information médicale dans un fichier Excel, qu'on appelle référentiel médical, mais c'est un fichier Excel. Donc toute l'information des algorithmes, donc toutes les conditions qui servent à repérer les pathologies sont standardisées et référencées dans ce référentiel. Et par ailleurs, on a le code R qui va utiliser ces éléments comme paramètres pour aller extraire dans les données les informations nécessaires. Et donc on a en fait un programme R pour chaque source de données, les ALD, les médicaments, la biologie, etc., plus un programme qui synthétise l'ensemble, qui permet de souder les briques pour construire les algorithmes. Et là, en miroir, quelque part, sur le référentiel, on a aussi un onglet par source. Et donc, si on prend par exemple ici l'onglet ALD, vous voyez qu'on peut définir une date de début, une date de fin, donc ici du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Des codes à rechercher, donc ici c'est pour le diabète, des codes SIM, des codes éventuellement à exclure. De la même façon, sur les médicaments, vous voyez qu'ici, on peut chercher les antidiabétiques oraux ou injectables sur une période de temps. On peut définir un nombre de délivrances dans l'année. C'est-à-dire que s'il y a une seule délivrance d'antidiabétiques, on ne considère pas que c'est suffisamment spécifique pour repérer un diabète. Donc nous, on veut qu'il y ait au moins 3 délivrances de médicaments pour s'assurer qu'il y a un traitement chronique. Donc ça, c'est un paramètre qu'on peut modifier. Et ensuite, vous avez Keyword Combo, là, donc qui correspond à des listes de codes, en fait. C'est-à-dire que par ailleurs, on a un référentiel de médicaments avec tous les codes CIP ou ATC, pour ceux qui connaissent. Et pour chaque médicament, on a un mot-clé qui permet d'identifier, ici, par exemple, toutes les insulines, les antidiabétiques oraux, etc. Et donc, ce mot-clé, on le retrouve ici. Puisqu'évidemment, on ne pouvait pas lister tous les codes dans ce référentiel-là. Et donc voilà, vous avez la même chose pour chaque source. Ici, un dernier exemple dans le PMSI, donc sur les hospitalisations en médecine chirurgie obstétrique. On peut définir des combinaisons logiques, donc avec des et des ou. Et sèche, ça veut dire que c'est dans le même séjour qu'il y a les différentes conditions qui sont associées. Et donc, on peut définir en diagnostic des listes de codes en diagnostic principal, relié, associé, etc. Et donc, tout ça, ça permet de créer des conditions unitaires, enfin, ce qu'on appelle dans notre jargon des briques, qui ensuite vont être combinées dans l'onglet synthèse, où ici, par exemple, pour le diabète, on va combiner donc, les requêtes d'ALD, de médicaments, d'hospitalisation, etc., pour composer l'algorithme global. Voilà, de manière, j'espère, assez simple, la façon dont ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on met à disposition sur la cartographie? Donc, depuis plusieurs années, on met à disposition des tables individuelles dans le SNDS, donc pour ceux qui ont accès au SNDS. Donc, il y a 4 tables par année, une avec simplement une table de chaînage des identifiants, une table avec toutes les pathologies et des données sociodémographiques, une table avec les dépenses par poste de dépenses, tout ça par individu, hein, et une table avec des données sur le lieu de résidence, et notamment des données disponibles sur Internet de l'INSEE, de l'IRDES, etc. Toute la méthodologie est aussi décrite dans des documents sur Amélie, donc notamment les algorithmes de repérage des pathologies sont décrits de manière rédigée dans un document. Il y a un article scientifique si vous avez besoin de citer, si vous utilisez la cartographie dans vos travaux, vous pouvez citer l'article scientifique, et qui commence à dater un petit peu, mais bon, c'est le seul qui existe. Et enfin, c'est l'objet de la présentation. Ça faisait une longue introduction. Donc, le programme de repérage, donc tout ce que je viens de vous présenter, le référentiel Excel est partagé en open source, et les programmes R qui permettent
de faire les requêtes. Voilà, je reviens dessus. Donc ces programmes R, donc c'est pas exactement ce que nous on utilise, parce que nous on utilise certaines tables maison entre guillemets ou des tables qui sont utilisées pour d'autres applications au sein de la CNAM dont vous n'aviez pas besoin. Donc on l'a modifié pour que ça utilise directement les données brutes du SNDS. On a aussi exclu certaines étapes précoces, mais qu'on utilise pour ce qui concerne les dépenses, mais qui sont incluses dans les programmes de repérage des pathologies, mais qui sont utilisées dans un deuxième temps. Donc ça aussi, vous n'en avez pas besoin. Donc on les a retirés. Et sinon, voilà, comme je disais, on partage le référentiel médical Excel avec toutes les conditions, tous les algorithmes finalement. L'intérêt, c'est qu'éventuellement, là, les codes sont en R, mais si vous avez on imagine que vous les traduisez en Python ou en SAS, bah, vous pouvez utiliser le même référentiel médical, puisque c'est que de l'information médicale. Et vice-versa, si vous avez les programmes R et que vous voulez modifier le référentiel médical, bah, c'est possible aussi, avec évidemment beaucoup de précautions. Et donc la documentation, il y a une documentation qui va avec, il y a une documentation sur l'utilisation des programmes et sur le référentiel, qui sont aussi sur le Git. Donc tout ça, c'est sur le guide du HDH et sur la BOAS. Et j'ai oublié, pardon, il y a aussi un référentiel exemple avec simplement 5 pathologies pour vous entraîner. Parce que voilà, vous verrez la diapo d'après, mais il vaut mieux ne pas faire tourner tout d'un coup. Et même, voilà, il ne faut pas le faire. C'est la licence qu'on a utilisée, c'est la GPL3, donc c'est-à-dire que toute modification doit être publiée. Alors, sauf si c'est au sein de votre institution, si vous faites des modifications et que ça reste au sein de votre institution, vous n'êtes pas obligé de repartager. Mais sinon, tout doit être repartagé. On n'avait pas le choix. Alors déjà, côté CNAM, c'est une licence pardon, je spoil la suite. Côté CNAM, c'était une volonté de notre part. Et par ailleurs, on n'avait pas le choix puisque comme on a utilisé R, les packages de R sont au moins en partie, je ne sais pas, mais au moins certains sous cette licence. Et comme on les utilise, ça contamine quelque part nos programmes. Et donc, on est obligé de les partager sous la même licence. Donc, évidemment, on est preneur de retour, même si je pense qu'il y a quand même un temps d'appropriation des programmes de la part de la communauté. Voilà, donc vous avez eu un petit teasing, mais c'est juste pour reprendre. Voilà, faut pas tout faire tourner, parce que nous, quand on fait tout tourner, décidément, c'est en général entre novembre, décembre, avec des premiers tests à partir du mois d'août. On a des ressources qui nous sont allouées spécifiquement en termes de serveurs pour que ça tourne. On rencontre régulièrement des problèmes où il faut qu'on recommence, etc. Donc, vraiment, là, ne prenez pas tel quel l'outil, appuyez pas sur lancer le programme. Voilà. Si tout le monde le fait, en plus, ça va tout faire sauter. Donc, c'est vraiment aussi pour ça qu'il y a le référentiel d'exemple pour que vous testiez sur une ou deux pathologies. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, à tout faire tourner. Voilà, les tables de résultats sont disponibles sur le SNDS. Je dis vous pour ceux qui peuvent être amenés à les utiliser. Donc voilà, un gros warning là-dessus. Une diapo quand même sur les limites de l'outil. Donc, on est sur des prises en charge, donc c'est des soins remboursés. Donc, toutes les pathologies qui ne sont pas repérées, qui ne sont pas diagnostiquées ou pas prises en charge ne sont pas dans le SNDS, donc on ne peut pas les voir. Il y a des pathologies qui ne sont pas incluses. Donc, par exemple, tout ce qui concerne l'arthrose, les troubles musculo-squelettiques plus généralement, on ne les a pas. C'est des données médico-administratives, donc ça c'est un peu classique dans le milieu. C'est la limite qu'on cite tout le temps, mais c'est très important puisque toutes les pathologies ne sont pas forcément codées, notamment lors d'un séjour hospitalier. Si le codage ne rapporte pas plus d'argent à l'hôpital, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit codé. On est sur des années calendaires. Donc vous avez vu qu'on pouvait définir des dates, mais en fait ça va être la même date pour chaque personne. On ne peut pas dire, par exemple, définir une date de début de grossesse et dire pour chaque femme, on va repérer dans les 5 ans avant, en fonction de sa date de début de grossesse, quelles sont ses pathologies. Pour l'instant, l'outil ne permet pas de faire ça. Ça va être en année calendaire. Les algorithmes sont complexes. Voilà, par exemple, les cancers. Si vous voulez vous amuser à regarder le référentiel médical sur les cancers, c'est quand même très complexe. Il y a même un onglet quasiment dédié au cancer qui s'appelle Combinaison,
qui permet de faire des pré-combinaisons avant la synthèse finale, parce qu'il y a des étapes successives en fait. Et voilà, pour rappel, quelques précautions. Donc, l'objectif de la cartographie, c'est pas de repérer des pathologies, c'est de répartir les dépenses. Et donc, il y a des choix qui sont faits, méthodologiques, notamment pour avoir des algorithmes plutôt spécifiques dans la mesure du possible. Si vous avez besoin plutôt d'algorithmes, enfin, d'être sûr de repérer toutes les pathologies, toutes les personnes qui ont la pathologie, vous allez peut-être avoir des critères différents. Alors c'est l'intérêt de l'outil aussi, c'est que vous pouvez modifier le référentiel de manière assez simple sur Excel pour implémenter vos propres algorithmes, éventuellement en créer des nouveaux, modifier ceux qui existent. Deuxième précaution, travailler sur une seule version. Là, je vous ai dit que là, on était sur la G12 actuellement. Alors celle qui est sur le SNDS, c'est la G11, mais la G12 arrive d'ici un mois. Elle commence en 2015. Avant, on avait c'était à partir de la G8, je crois. On commençait en 2012, mais on ne vous amusez pas à chaîner les données de 2012 aux données de 2015 parce que c'était pas tout à fait les mêmes algorithmes à l'époque. Et pareil, un peu dans le même sens, il ne suffit pas et j'insiste beaucoup là-dessus, il ne suffit pas de prendre les algorithmes et de les appliquer sur les années avant 2015 pour avoir des données antérieures à 2015. Il y a une raison pour laquelle on commence en 2015 et on ne l'a pas fait avant. Donc, si vous voulez les faire tourner sur des données plus anciennes, c'est à vos risques, entre guillemets, et avec votre expertise. Et je ne dis pas que c'est impossible dans tous les cas, mais en tout cas, ça ne se fait pas juste comme ça. En termes d'usage, donc l'idée, c'est de faciliter les études. Alors, c'était déjà le but de partager les tables avec les résultats, mais le fait de partager les programmes, c'est que la communauté s'approprie, ou l'écosystème, je crois qu'on dit, s'approprie les programmes et puisse créer des nouveaux algorithmes, en implémenter des algorithmes existants, mais qui ne sont peut-être pas dans l'outil. Je pense à tous les algorithmes référencés par RedSiam, par exemple. Comprendre la méthodologie de la cartographie. Si vous vous posez une question, alors vous pouvez aller voir directement le programme. Je ne dis pas que ce sera facile de comprendre exactement, mais normalement, c'est commenté. Donc, il y a vraiment, c'est quasiment tel quel qu'il tourne. Donc, normalement, vous avez les informations. Pouvoir réutiliser les requêtes, puisque les programmes de requêtes par source, on peut imaginer que vous voyez les filtres qui sont utilisés pour la cartographie. Si vous voulez faire une autre étude de parcours de soins ou autre, ça peut être intéressant de voir comment c'est fait dans la cartographie. Même si votre objectif peut être différent, ça reste une source. Et enfin, j'ai mis à vous de jouer, puisque là, pour l'instant, c'est en R. Éventuellement, ça pourrait être en Python, en SAS ou autre. Et je vous ai dit, encore une fois, que pour l'instant, ce n'est pas en glissant. Donc, avec mon exemple de date de grossesse, là, je sais que c'est une demande importante d'être capable, pour une étude donnée, de repérer les pathologies, mais avec une date pour chaque individu. Ça, pour l'instant, l'outil ne le permet pas, mais le pas à franchir, finalement, pour arriver vers cette cartographie glissante n'est pas si important, même si nous, pour l'instant, on n'a pas les ressources pour le faire. Voilà, je remercie en particulier l'AMDAC, il est parti Claude, mais aussi le groupe de travail qui a planché sur le guide d'accompagnement, parce que je me suis largement inspiré pour se poser les bonnes questions, voir les différentes étapes à suivre. Donc notre juriste qui s'est penché sur les licences, le HDH pour la mise à disposition du guide, Sofiane Cab de l'équipe de Constance. Ce que je ne vous ai pas dit, mais avant, on avait eu un projet pilote où on avait partagé le programme de l'algorithme du diabète, parce qu'à l'époque, c'était un programme par pathologie. Ça nous a permis de tester un peu toutes ces histoires de licence, etc. Le réseau RedSiam, si vous ne le connaissez pas, comme ça vous le connaissez, et il y en a peut-être parmi vous qui y participent, c'est un réseau d'échange sur les algorithmes entre les experts, qui est piloté par l'équipe de Constance, la cohorte Constance. Et dont on s'est largement inspiré pour les algorithmes. Je pense qu'on a nourri aussi, mais on s'en est nourri aussi. Et puis évidemment, notre équipe de la cartographie, c'est un beau projet, ça nous mobilise beaucoup, mais c'est toujours assez aussi enrichissant et gratifiant de voir que c'est réutilisé par d'autres. Et on l'espère encore plus avec ce partage. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non.
Merci beaucoup. Oui, je vois qu'on a quelques questions dans la salle. Alors moi, je vais commencer par 2 questions. Vous nous avez montré un premier graphe avec des boules et la partie hospitalisation non identifiée étant la plus grosse donc, de ces sphères. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous nous avez dit 24 millions de pathologies chroniques. Comment vous gérez les comorbidités? Parce qu'on peut avoir un diabète, une hypertension, une pathologie cardiovasculaire autre que de l'hypertension. Et du coup, vous mettez ça, vous le comptez comment? Alors, merci pour les questions. Alors, effectivement, c'est peut-être le premier résultat qu'on voit. Je me suis pas attardé dessus parce que finalement, pourquoi c'est ce qui regroupe le plus de dépenses? C'est parce que c'est un groupe un peu hétérogène. Donc, c'est toutes les hospitalisations liées à des diagnostics qui ne rentrent pas dans les autres algorithmes. Donc, les appendicites, les traumatismes, les pneumopathies, pneumonies, les infections urinaires, etc. Donc, toutes les hospitalisations. Avant, on appelait ça hospitalisation ponctuelle. On trouvait ça pas très clair. Donc, on les a renommés hospitalisation hors pathologie repérée. Donc, voilà, c'est une masse. Chaque hospitalisation n'est pas forcément très coûteuse, mais ça concerne un grand nombre de personnes, comme voilà, c'est ce que montre un peu le graphe aussi. Donc, c'est pour ça que c'est ce champ-là qui représente la dépense la plus importante. Alors, sur les 275 algorithmes dont je vous ai parlé, là, il y a un détail sur ces hospitalisations. Il n'y a pas tout, mais il y en a un certain nombre. Mais on n'a pas les dépenses qui sont en lien. Voilà. On ne l'a pas détaillé. Et par ailleurs, la deuxième question sur les maladies chroniques. Alors ici, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque personne peut être repérée par plusieurs algorithmes. Ce n'est pas exclusif. Sauf dans certains cas. Donc on ne peut pas être à la fois cancer du sein en surveillance et cancer du sein en phase active de traitement, par exemple. On est forcément l'un ou l'autre. Mais sinon, on peut être compté dans plusieurs pathologies. Et donc, le total maladie chronique, si vous faites la somme de toutes les barres, ça fait plus que 24 millions. Donc, c'est bien les personnes qui sont au moins dans une catégorie qui sont dans les 24 millions. Et c'est plutôt une estimation basse, puisque, comme je vous l'ai dit, les pathologies non diagnostiquées, non prises en charge ne sont pas dedans. Et il y a des pathologies qui ne sont pas... Voilà, ce n'est que la liste de ce qui est pris en compte dans les maladies chroniques. Mais il y en a qui ne sont pas comptés dedans. Alors, moi, ma question, elle porte sur traduction des langages en Python. Si on travaille sur le portail de la CNAM, on ne peut pas lancer du Python? Si? Alors pour l'instant, non. Après, il y a des personnes qui ont accès via d'autres plateformes. Voilà, peut-être un jour, mais je sais que c'est cher au HDH de traduire aussi en Python, mais voilà. C'est quelque chose qui reste à faire. Oui. En fait, vous dites que les algorithmes de ciblage de pathologie peuvent être différents en fonction de la finalité. La vôtre qui est médico-économique et celle de Ressiam qui est plutôt épidémiologique. Mais au-delà des algos, il y a quand même un certain nombre de ressources qui peuvent être mutualisées. Je pense à tout ce qui est référentiel. Quand vous parliez du travail que vous faites sur des mots-clés, sur des médicaments. Donc, est-ce que ces référentiels-là qui interviennent en amont des algorithmes, est-ce qu'ils peuvent être mutualisés? Est-ce que c'est déjà le cas? Alors, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie de ce qui est partagé, justement. Là, l'idée, c'est que vous puissiez le faire tourner. Donc, les référentiels des médicaments avec les mots-clés, c'est partagé aussi sur les guides. Et ça, c'est les vôtres, mais est-ce que vous les avez croisés avec ce que fait Ressiam dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a un effort mutualisé, de publication mutualisée de ces... Alors c'est difficile de vous le dire parce que c'est pas quelque chose de systématique, mais c'est un peu en continu. C'est-à-dire quand dans des présentations, dans des groupes de travail de Ressiam, il y a des choses qui nous remontent. Si nous on est amené dans des contacts avec dans le cadre de collaboration, par exemple avec Santé publique France ou autre, à voir qu'il y a des médicaments que nous on prend pas en compte, éventuellement on va les ajouter. Mais il y a pas voilà, Claude disait juste avant, on a du mal déjà à avoir un référentiel de médicaments propre avec tous les codes CIP, tous les codes ATC à jour, etc. L'étape de savoir lesquels correspondent à quelle pathologie, c'est encore après. Mais voilà. En tout cas, nous, on a mis à disposition. Après, si des acteurs voient qu'il nous en manque dans ce qu'on a mis à disposition ou qu'il y a des erreurs, c'est aussi l'intérêt. Ouais. On peut changer.
Merci. On a juste une dernière question en ligne assez rapidement. Dans le contexte d'une étude via un accès sur projet, nous aurons une extraction des années 2021 à 2024. Sera-t-il possible pour nos sujets de faire tourner la cartographie des pathologies en 2021, 2022, etc. Les algorithmes de la cartographie piochant les données sur les années N-4 à N qui ne correspondent pas dans notre extraction. Je ne sais pas si la question est assez claire. Si vous n'avez pas les données antérieures à 2021, vous ne pourrez pas faire tourner. Il faut avoir accès aux données brutes pour pouvoir faire tourner les algorithmes. Oui. Ok. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, après, il y a les tables les tables des top cartographies qui sont disponibles. Oui. D'accord. Après, tout dépend de ce qui a été mis dans l'expression des besoins sur les demandes d'extraction. Mais dans le cadre des demandes d'extraction sur projet, vous pouvez demander à avoir accès aux tables de la cartographie, donc les 4 tables dont je vous ai parlé, qui sont le résultat des algorithmes sur toutes les années. Donc, s'ils ont à partir de 2021 à 2023, par exemple, ils auront la cartographie a priori sur cette période. Mais si dans leur expression des besoins, ils ont précisé qu'ils voulaient aussi la cartographie à partir de 2015, a priori, si c'est validé par la CNIL, etc., c'est possible. D'accord. Merci encore.